Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder la promotion du personnel et la formation du personnel. Alors, un petit rappel, quel que soit le type de contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, le salarié peut se former pendant son temps de travail. Donc, c'est ce qui est indiqué ici, c'est notre petit rappel. Alors, bien entendu, former un salarié, ça a certains objectifs. Et, bien entendu, ça va permettre aux salariés de s'adapter aux évolutions technologiques. On le voit bien avec la micro-informatique ou les logiciels, nous sommes obligés régulièrement de faire évoluer nos connaissances sur ces éléments-là. Deuxième élément, ça permet aussi de rester performante. Et vous allez voir que cela aura aussi un aspect positif pour l'entreprise. Et puis, ça peut permettre à certaines personnes, à certains salariés, de se reconvertir. Le petit plus pour l'entreprise, c'est une bonne formation pour ses salariés, va entraîner l'entreprise à être beaucoup plus compétitive et plus performante, puisque ses salariés seront performants. Alors, quelles sont les modalités de la formation? Alors, vous allez voir qu'il y a 4 grands types de formation. Le premier, c'est ce qu'on appelle les plans de formation de l'entreprise. Voilà, on va le détailler un petit peu plus tard. Après, on a le CIF, c'est le congé individuel de formation. Après, on a le DIF, le droit individuel de formation. Et on terminera par la validation des acquis de l'expérience qu'on appelle VAE. Alors, prenons le premier qui est le plan de formation de l'entreprise. Alors, il faut savoir qu'il ne peut se monter qu'en concertation avec les représentants du personnel. Donc d'un côté, on aura l'employeur et il va y avoir un dialogue avec les représentants du personnel. À partir de là, le chef d'entreprise sera le seul à décider qui ira en formation. Donc, la mise en place du plan de formation sera vraiment réalisée par l'employeur. Ça veut dire que l'employeur pourra indiquer qui va en formation, pourra interrompre la formation, rappeler les salariés ou le salarié à son poste si on a besoin de lui à un moment donné. L'employeur financera ce plan de formation, maintiendra le salaire de ses salariés en stage ainsi que la protection sociale. Alors, bien entendu, ce plan de formation pourra être fait sur une année ou sur une période plus longue si c'est des formations beaucoup plus lourdes. On va avoir 3 axes dans notre plan de formation. C'est d'anticiper l'évolution des emplois, développer les compétences de nos salariés et pour terminer, l'adaptation au poste de travail des salariés. On change une machine, bien entendu, on sera obligé de former le salarié pour qu'il soit adapté à la nouvelle technologie de ces machines. Donc ça, c'était le plan de formation. Maintenant, on va voir le congé individuel de formation. Alors, le principe, on va le découper en plusieurs parties. Déjà, qui est à l'initiative du congé individuel de formation? Vous allez voir que c'est le salarié qui est à l'initiative de sa formation. Il doit remplir, bien entendu, certaines conditions. On va le voir dans la modalité de la demande, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'entre 2 congés individuels de formation, il faut qu'il y ait un délai de 6 mois. Le salarié doit en faire la demande dans les 60 jours avant le début du stage. Bien entendu, il doit indiquer l'intitulé, la date, la durée, quel est l'organisme qui réalise le stage. L'employeur, si toutes les conditions sont réunies, ne peut pas s'opposer au départ en son stage, en formation de son salarié. Il peut tout au plus retarder, pour des raisons de planning d'entreprise, il peut tout au plus retarder le départ en stage. La rémunération, elle est prise en charge par des organismes spécialisés comme le FONGECIF ou l'OPCA. Vous voyez là, on est sur des structures où le salarié va devoir prendre l'initiative. Voyons maintenant le droit individuel à la formation. Alors là aussi,
le principe, hein, et qui en est à l'initiative. Alors, celui qui en est à l'initiative, c'est aussi le salarié. Mais là, il faudra l'accord de l'employeur. Autant dans le CIF, l'employeur ne pouvait pas s'opposer au stage, autant là, il faut que l'employeur soit d'accord. Alors, quelles sont les différentes modalités? Le droit individuel à la formation, c'est une vingtaine d'heures par année, hein, de présence dans l'entreprise. Et bien entendu, on peut cumuler ces 20 heures jusqu'à 6 années de suite, c'est-à-dire qu'on pourrait demander une formation de 120 heures. Cette formation peut être faite sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Alors bien entendu, là aussi, c'est une demande par écrit. Par contre, il n'y a pas de délai. On n'a pas, comme dans le CIF, là, à le remettre 60 jours avant le départ en stage. Mais il y a quand même quelque part, on pourrait indiquer ça un délai, puisque l'employeur a 30 jours, hein, pour répondre. Alors ce stage, on doit indiquer, comme pour le CIF, l'intitulé, la date, la durée, l'organisme qui réalise le stage. Et là, à la différence du CIF, c'est que l'employeur peut refuser. Alors dans ce cas-là, il faudra refaire une demande, ou alors basculer sur un contrat individuel de formation, un CIF, et dans ce cas-là, l'employeur ne pourra pas refuser. Concernant la rémunération, là, la rémunération est à la charge de l'entreprise, et bien entendu, peut venir, cette charge, en déduction des participations au développement, de la formation, de certaines cotisations de l'entreprise. Dernière possibilité de formation du personnel, c'est la validation des acquis de l'expérience. Certaines personnes qui ont des expériences professionnelles très pointues, mais n'ont pas le diplôme qui va avec, parce que ça s'est fait avec, comme je viens de le dire, avec de l'expérience, vont pouvoir essayer de transformer cette expérience en diplôme. Alors, qui en est à l'initiative? Ça peut être à la fois le patron, ça peut être le salarié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette validation va reposer sur le consentement du salarié, c'est-à-dire que ça ne peut pas être imposé par l'employeur. Donc ce diplôme sera décerné au regard de l'expérience professionnelle, il y aura une évaluation par des professionnels pour transformer tout compte fait cette expérience en diplôme. Alors, les modalités de la demande. Il faut au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Bien entendu, cette expérience professionnelle doit avoir un lien avec le diplôme que l'on envisage d'acquérir. Bien entendu, si vous avez 10 ans d'expérience en cuisine, vous n'allez pas demander à être validé en bac pro service. Vous n'êtes pas serveur, vous êtes cuisinier. Donc à partir de là, il faudra bien que, comme on dit, l'expérience soit en adéquation avec le diplôme. Alors maintenant, voyons d'autres éléments de notre cours. La promotion du personnel. Alors la promotion du personnel, bien entendu, a un but. C'est de permettre ou de donner à tout salarié la possibilité d'évoluer dans l'entreprise. Donc, donner aux salariés la possibilité d'évoluer. Alors, comment cela va-t-il se traduire? Vous le vivrez quand vous serez en entreprise. Il va falloir évaluer le personnel. Deux façons pour l'évaluer. Soit on fera appel à des fiches d'appréciation, c'est-à-dire que le supérieur hiérarchique va noter sur certaines fiches les compétences du salarié. Et puis, il peut tout simplement y avoir ce qu'on appelle un entretien. C'est souvent le cas dans beaucoup d'entreprises. Tous les ans, le salarié a un entretien avec ses responsables et on discute avec lui des objectifs à mettre en place, de ce qui a été positif dans l'année, de ce qui a été négatif, et on peut lui faire miroiter des possibilités d'avancement ou des sanctions si on voit que le salarié n'est pas, n'a pas la possibilité d'évoluer, n'a pas la possibilité d'évoluer facilement dans l'entreprise. Alors,
Maintenant, on va voir quand même les avantages de la promotion du personnel. Alors, ces avantages, bien entendu, vous voyez le mot promotion, donc automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle de la motivation, puisque quelque part, il y a un effet motivant de pouvoir avoir une promotion. Deuxième élément, ça va permettre de fidéliser le salarié à son entreprise. Si le salarié voit qu'il a des perspectives de carrière, automatiquement, il sera tenté pour rester dans l'entreprise. On va aussi développer en interne les savoirs ou les savoir-faire. On va les récompenser là aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui apporte des choses positives dans l'entreprise, d'une année sur l'autre, va pouvoir voir évoluer son poste et indirectement son salaire. Ça développe bien entendu l'esprit d'entreprise, l'esprit de cohésion de l'entreprise, puisque là aussi, c'est un aspect positif de la promotion du personnel. Et pour certains salariés, ça va leur permettre d'adapter leurs connaissances aux machines, aux compétences que veut l'entreprise. Donc là, il y a un aspect, là aussi, évolution intellectuelle pour le salarié. Alors maintenant, voyons les inconvénients, mais tout compte fait, il n'y en a qu'un seul. C'est qu'à tourner en rond dans l'entreprise, à travailler qu'avec ses propres salariés, on va avoir un petit problème de sang neuf dans l'entreprise. C'est aussi intéressant pour une entreprise d'avoir des salariés qui ont des vues différentes quand ils arrivent dans l'entreprise, et ça peut apporter beaucoup de choses aux différents services dans lesquels ils vont se trouver. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la promotion du personnel et la formation du personnel. Je vous retrouve pour une autre série de cours sur la gestion du personnel. À bientôt.